Philippe, maintenant à vous, si vous voulez bien, sur un peu des choses très diverses qu'on a vues là, vous qui, quelque part, êtes quand même sur l'orientation des conditions de travail. Sur le fond, voilà, comment vous voyez tout ça, les enseignements vous tirez sur l'avenir et ce sur quoi vous avez envie de nous orienter? D'abord, je tiens à remercier tous les intervenants. Il y a une richesse incroyable et ça prouve aussi et ça atteste véritablement que c'est une priorité. Une priorité aussi bien au niveau international, hein, Cyril vous en a parlé, qu'au niveau national et régional. C'est très important. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, la santé des femmes, somme toute, phénomène de mode. Ah non, c'est pas du tout un phénomène de mode. Ça, je pense que c'est vraiment important. On est tous sur ce registre c'est un vrai sujet. C'est pas évident. Hein, c'est pas du tout évident. Alors, je reprends ma casquette donc de secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, c'est-à-dire d'un organisme qui est paritaire. Un organisme où on retrouve aussi bien les organisations syndicales que les organisations professionnelles, où il y a le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture et des préventeurs. Quand on a abordé le sujet, on a abordé le sujet pour une simple raison. C'est que la fameuse disposition législative de 2014 n'était pas appliquée. Voilà, c'était pas appliqué. 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, toujours pas appliqué. Alors, quand une disposition législative n'est pas appliquée, c'est soit que vraiment elle est mauvaise, ça arrive, hein, on peut se tromper, on a le droit de se tromper, même lorsqu'on est législateur, soit il y a quelque chose qui ne permet pas de la mettre en œuvre. On s'est penché plutôt sur la seconde solution. Pourquoi? Et on a débattu entre nous. La première chose, le premier élément qui faisait obstacle, c'était la peur de discriminer. Les employeurs, en quelque sorte, avaient été éduqués, j'ose pas dire dressés, avec l'idée qu'il n'y a pas de discrimination, surtout pas à l'embauche. Et que donc, on ne devait pas, dans le travail, discriminer non plus. Ils ont raison. Sauf que de temps en temps, il est nécessaire de réaliser que le terrain parle. Écoutez. Là, je crois que tout le monde est d'accord. La première des vertus, c'est de savoir écouter celui qui travaille. Ce devrait être un des principes généraux de prévention, peut-être le premier. En tout cas, peut-être le 10e qu'on va inventer. Donc là, en l'occurrence, écoutez. Et écoutez la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est effectivement que les morphologies sont différentes. Et oui, c'est vrai. Donc, si on a des équipements de protection individuelle qui sont des protections individuelles pour monsieur tout le monde, eh bien, ça ne marche pas avec madame tout le monde. Et ça veut dire aussi de grandes difficultés à mettre ces équipements. Donc, une sorte de discrimination indirecte mais réelle. Autre point aussi, les statistiques. Oui, on manque de statistiques. Ça, c'est un vrai problème. On en a peu, il faut les consolider, mais on en a quelques-unes. On vous en a parlé. Manifestement, il y a un accroissement relatif de la part des accidents du travail féminins par rapport aux accidents du travail masculins. Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que la femme ne fait pas attention, elle était en l'air. Mais on se dira que c'est peut-être pas ça. Et puis on verra par exemple que sur le risque routier, c'est bizarre, il y a 80% des accidents routiers professionnels émanent des hommes, pas des femmes. Donc on peut penser peut-être que dans la culture sécurité, les femmes font attention. Donc pourquoi est-ce qu'on a davantage d'accidents du travail côté femmes que chez côté hommes? Alors ça vient en grande partie des secteurs d'activité et des progrès qu'on a réalisés. On a réalisé de très grands progrès dans la vieille industrie, dans les secteurs manufacturiers. Ça, vraiment, on peut être fier de ce qui a été fait depuis 50 ans. Mais justement, les femmes travaillent rarement dans ces secteurs-là. Elles peuvent, et on les encourage d'ailleurs à travailler. Hein, on a tout un programme pour permettre
au secteur d'activité masculin d'être beaucoup moins masculin. Mais quand même, la plupart des femmes, pour différentes raisons, vont se retrouver dans d'autres métiers, le care par exemple. Et dans ces métiers, il n'y a pas encore véritablement de structure, de culture, d'amélioration sensible, de la prévention. Je vais prendre un exemple très concret, en dehors de mon champ de compétences, je l'admets, puisque ça concerne les ATSEM. Donc les ATSEM, ce sont les personnes qui aident à l'école maternelle. Donc ils font le ménage et puis qui aident les maîtresses, donc les professeurs des écoles, à aider les enfants à commencer à écrire leur stylo, et puis qui aussi, de temps en temps, lorsque il y a un gamin qui pleure ou une gamine qui pleure, qui les prend dans les bras, qui aussi, au moment de la cantine, vont servir à la cantine. Eh bien, tous ces gestes nécessitent un effort physique assez considérable. Pensez que la table de cantine pour un enfant de 4-5 ans, c'est tout petit et que la personne en question va devoir beaucoup se pencher. Bon. Donc, il y a toutes sortes de gestes qui font que, au bout du compte, au bout d'un certain temps, il y aura de l'usure professionnelle. Et c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire les métiers occupés par des femmes qui sont des accidents du travail réels, mais qui sont rarement très graves, qui sont rarement mortels, sont des accidents du travail qui enregistrent aussi la pénibilité et à la fin l'usure professionnelle. Donc, le champ, je dirais le registre santé au travail, prévention, côté féminin, c'est pas tellement les accidents du travail graves et mortels, c'est plutôt l'usure professionnelle qui gagne après année. Donc c'est un véritable enjeu, hein, c'est pas du tout le même enjeu. Et c'est important de le comprendre. Et c'est pour ça aussi que c'est devenu une priorité du plan santé au travail. Alors, encore une fois, c'était pas évident. Je veux dire que moi, j'ai expliqué avec mon président, Dominique Georgie, que c'était absolument nécessaire. Et en face, nous avions des personnes tout à fait qualifiées qui nous disaient, mais enfin, quand même, pour nous, tous les travailleurs sont égaux. Pourquoi distinguer certains travailleurs plutôt que d'autres? Une vraie question. Alors, heureusement, il y a la santé au travail et puis il y a la santé publique. Et dans la santé publique, on fait des efforts spéciaux pour les femmes. Donc, on a expliqué, et pas que pour les femmes, pour des publics à risque. Donc, on a expliqué que c'était des publics à risque et qu'il fallait vraiment se concentrer sur les publics à risque. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir et que aussi bien l'ANAC que JAPET, que les DREST, que les SPSTI, tout le monde, au final, est en train de se pencher sur la manière de faire. Donc, les exosquelettes, et là, j'encourage énormément tous ceux qui travaillent sur ce sujet à demander des subventions. On a un peu d'argent, pour une fois, c'est rare. Le ministère du Travail a de l'argent. Il ne faut pas hésiter à déposer des projets. La DREST saura vous aider, l'ANACT aussi. C'est important parce que ces projets-là, c'est des projets d'avenir. C'est des projets qui vont permettre d'améliorer les situations et ensuite de répandre des bonnes pratiques. C'est important. Et bien entendu, de réfléchir à la prévention primaire. C'est-à-dire que plus on améliore des situations pour éviter le risque, mieux c'est. Plus on fait en sorte que, par exemple, une personne se penche moins, mieux c'est. Il y a des progrès, hein, il y a des progrès qui sont faciles à faire. Il y a, et vous verrez dans le salon, il y a plein de choses. Hein, il y a non seulement des EPI, mais aussi du matériel, mais aussi des designers qui peuvent aider à améliorer la situation le plus en amont possible. Et ça coûte pas si cher que ça, croyez-moi. Donc, l'idée, c'est d'éviter le risque. Et pour ça, c'est très important. Il faut que les femmes, dans leur ensemble, comprennent que la douleur ne fait pas partie du travail. Alors, je suis un peu dur par cette formule, mais c'est vrai que les études sociologiques ont montré que les femmes avaient une sorte de résilience plus élevée que les hommes par rapport à la douleur. C'est-à-dire, elles se plaignent moins.
Et c'est pour ça aussi que les femmes acceptent beaucoup plus facilement de faire 2 ou 3 journées de travail dans une. Tout simplement parce que c'est l'habitude et c'est comme ça. Alors, on a le droit de se plaindre et on a le droit aussi de dire qu'à un moment donné, ça suffit. Ça peut suffire effectivement dans l'univers domestique où il peut y avoir une répartition homme-femme plus équitable. On peut aussi se plaindre dans son lieu de travail pour faire en sorte que ça aille mieux. Et encore une fois, les exemples qu'on a cités là tout à l'heure, c'est des exemples qui permettent d'aller mieux. Hein, la vulnérabilité, elle n'est pas forcément permanente. Mais la vulnérabilité, si elle devient permanente, elle devient source de ségrégation. Donc, il faut éviter ça. Et pour l'éviter, vraiment, c'est l'amélioration des conditions de travail le plus en amont possible qui nous permettra de faire face à ce défi. Alors, encore une fois, un merci à tous de proposer des options, des solutions, et merci encore d'améliorer nos connaissances grâce à des data. Plus il y aura de data, plus on est crédible. Merci. Mais merci à vous, Philippe. Et c'est effectivement, on a tous besoin de data. Donc, alors, juste parenthèse, rejoignez-nous. Demain, on est focus sur la logistique, sur lequel il y a beaucoup à dire, et focus sur les data. Et puis alors, moi, je vais remercier Philippe particulièrement de son appel, on veut dire en public, on est en live, un appel à l'insurrection positive sur ne supportons pas ce qui n'est pas supportable. Merci à vous tous.